autorisé strictement interdit. Les auteurs seront traqués, localisés et tamponnés. Donc en gros, si vous êtes là sans autorisation, attention à vous. Alors, le département thaumaturgie. Je ne vais pas voir quand il se met. Chers candidats à notre examen, nous vous conseillons vivement de prendre des notes. Tout ce qui est écrit ci-dessous peut faire l'objet de questions dans l'examen. Alors, introduction. Définition de la thaumatologie. La thaumatologie est une science pratique qui étudie les principes magiques et qui permet l'interaction avec des entités non physiques. C'est très similaire à la physique si on écarte le fait que l'on s'appuie sur des principes très différents. Par exemple, on pourrait dire que la physique moderne s'appuie sur les trois lois du mouvement de Newton. La thaumatologie s'appuie sur un jeu de lois fondamentales très différentes, appelées loi de la contagion et loi de la similarité. On peut les résumer ainsi: l'élément influe sur l'ensemble et les causes similaires ont des conséquences similaires. Principalement, on pourra comparer la thaumatologie à l'étude de la physique quantique, en suivant les règles précédemment énoncées. Et je rajouterai même, la thaumatologie est une forme d'alchimie, et ce n'est pas un truc en rapport avec des esprits. Alors, voici les lois fondamentales de la thaumatologie. Nous avons donc la loi de contagion. On désigne sous le nom de magie contagieuse les charmes dont pratique est basée sur la loi de contagion. En résumé, la magie contagieuse repose sur l'association des idées par contiguïté. La magie contagieuse commet cette erreur de poser que les choses qui ont une fois été en contact restent toujours en contact. Exemple, si tu utilises une magie sur un livre, par exemple pour le sceller, tu ne peux pas retirer le photo, même si tu retires les dessins qui ont été dessinés dessus. C'est malheureusement, une fois que tu as activé le sceau, le seul moyen de couper cette magie qui coupe le livre, du coup, c'est d'utiliser un sceau supérieur à celui qui a été utilisé avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une loi de contagion. C'est-à-dire qu'en gros, le sceau, c'est comme un virus. Et le seul moyen de soigner ce virus, c'est d'avoir l'antidote qu'il faut. Ensuite, la loi de similarité. De cette loi de similarité, on connaît deux formules principales qu'il importe de distinguer. Le semblable évoque le semblable. Le semblable agit sur le semblable et spécialement guérit le semblable. En d'autres termes, la loi de similitude permet à l'utilisateur, donc le thaumatologue ou le thaumaturge, de produire n'importe quel effet qu'il désire simplement en l'imitant. Du second, il déduit de tout ce qui est fait. Un objet matériel affecte également la personne avec laquelle l'objet a été en contact, qu'il fasse partie de son corps ou non. Comme pour l'exemple du livre juste avant, si je veux utiliser un sceau de trop haut niveau, si je n'utilise pas une classe D pour utiliser son énergie, ça peut littéralement me tuer. Je suis thaumaturge de classe noire, donc moi je peux pas me faire à ce niveau-là. Ensuite, les lois annexes. Il existe d'autres lois sur la thaumaturgie, ici 24, mais celles-ci sont moins importantes que les lois évoquées ci-dessous. Les lois qualifiées d'annexes sont pratiques à savoir car elles peuvent servir à la réalisation d'autres expériences. La loi de la connaissance de soi, la cause et l'effet, la synchronicité, l'association, l'attraction positive, l'attraction négative, comme les noms, les mots de pouvoir, la personnification, l'invocation, l'évocation, l'identification, les données infinies, comme par exemple SCP-1123 ou alors SCP-1346, qui sont des données infinies, mais un sens fini, parce que malheureusement l'infini, ça n'existe pas. Mais c'est tout comme, en gros. Et ensuite, univers personnel. Alors, je tiens à le rappeler quand même, on n'ouvre pas de portail vers une autre dimension sans simplement l'autorisation du directeur scientifique. On parle quand même là d'ouverture de réalité. Donc ça peut foutre la merde. Ensuite, pragmatisme, vrai mensonge, synthèse, polarité, équilibre dynamique et perversité et unité. Qui peut utiliser la thaumatologie? Alors, pour être un thaumaturge de type bleu, déjà, pour pouvoir utiliser la thaumaturgie, il faut être minimum de type bleu. Alors, tout le monde peut être thaumatologue. Il est cependant très important de noter que même si tout le monde peut l'être,
cela ne veut pas pour autant dire que la personne arrivera à pratiquer la thaumaturgie. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est le principe qui en découle. L'observation change le monde. C'est là que le troisième principe de la magie est passé. La pratique magique requiert un talent à l'observation et surtout au changement de la réalité. Ou plus simplement, certains esprits changent de manière dont le monde fonctionne. Ce principe reste et a été démontré puisqu'il y a une part de talent inné qui vient à la naissance, mais ce talent ne définit pas pour autant la capacité d'un thaumaturge. Comment puis-je l'expliquer? Tout simplement, un thaumaturge peut à tout moment changer de type, mais pour cela, c'est un gros travail d'introspection qu'il faut faire. C'est une modification carrément de son caractère et de sa personnalité entière qu'il faut faire. Par exemple, je ne suis pas devenu thaumaturge de classe noire parce que j'ai cueilli des pâquerettes. Vous vous doutez bien que j'ai dû faire des choses horribles. Et c'est pour ça que, en termes éthiques, la thaumaturgie est pas très appréciée. Alors, principalement, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'une condition requise pour devenir thaumaturge est donc utiliser la thaumaturgie. Et tout d'abord, d'être un humanoïde de type bleu. Et la plupart des personnes de type bleu sont nées comme cela. Peut-être était-ce dans leur ADN, nous n'avons pas la réponse. Moi, je pense juste que c'est un état mental. Bien sûr, si par exemple tu es dépressif, tu n'arriveras pas à faire de magie. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc souriez les gens. Bref, pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance, ce qu'il est important de savoir à propos de devenir un type bleu, c'est que l'on ne sait pas précisément comment en devenir un. Voyez cela comme le cancer. Il y a plusieurs paramètres et variables aléatoires qui entrent en compte. Il subsiste cependant 3 manières de devenir un type bleu, du moins les pistes pour en devenir un, car même si vous remplissez les conditions, rien ne garantit que vous en serez un à la fin. Alors, je vais maintenant vous citer les 3 méthodes. La méthode numéro 1 pour devenir un thaumaturge de type bleu. La méthode la plus simple est donc la première, et de se balader près de magie, tout simplement. Juste de l'exposition, des gens à haut potentiel, traîner avec les bonnes personnes, ou alors traîner avec simplement des magiciens de type bleu. Porter des bijoux magiques, ça peut aider. Par exemple, je vous montrerai plus tard les différents types de catalyseurs. On n'en a pas une infinité non plus, parce qu'il faut les trouver, ces catalyseurs. Mais j'en ai quelques-uns sur ma poche que j'ai pu trouver dans 1346. Merci 1346 d'être un bon fourre-tout. Bref. Mais en gros, pour expliquer, vous inquiétez pas. J'ai les outils pour vous faire devenir thaumaturge de type bleu. Mais pour cela, je veux d'abord vous sélectionner. Parce que je ne vais pas donner la capacité magique à n'importe qui non plus. Ensuite, la seconde façon à réaliser en même temps que la première est de vous forcer à changer drastiquement qui vous êtes. Changer de pays, changer de religion, fouiller dans votre sexualité, voir si vous trouvez des aspects réfrénés, altérer votre esprit, directement avec n'importe quoi. Allant de sport aux amnésiques, la scarification et les tatouages sont communs. Donner naissance à un enfant et l'élever, ou même devenir parent, change votre potentiel et la nature que vous êtes. Cette méthode est la plus périlleuse et dangereuse, mais peut-être la plus efficace. Vous pouvez même passer un marché avec une entité puissante. Il n'y a pratiquement pas de limite à ce que l'on peut abandonner. Par exemple, lorsque j'ai rejoint la CDT à l'époque, j'étais un thaumaturge de type vert, donc c'est-à-dire que je ne pouvais même pas utiliser la magie. J'ai dû, en premier lieu, du coup, faire la méthode numéro 1, avec directement la famille Yurchi qui m'ont accueilli. Et grâce à ça, je suis passé de type bleu. Le problème, c'est que ma magie n'était pas assez puissante pour faire de vrais trucs. Je pouvais juste m'amuser à changer 2-3 trucs dans la réalité, mais vraiment pas de quoi plier la réalité. Genre vraiment, c'est pipi de chasse que je faisais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis isolé dans 1346 et j'ai appliqué la deuxième méthode sur moi. Et ça a été la plus efficace quand j'en suis ressorti de type noir. Et c'est aussi la plus périlleuse. Je ne conseille à personne de rentrer dans 1346. Et je le répète une deuxième fois, 1346 n'est pas un jouet. On ne traverse pas la porte tant que l'on ne soit pas autorisé. À savoir que je ne parle pas de la porte de l'entrée du couloir, je parle bien de la porte au fond du couloir.
Ensuite, la méthode 3. La troisième et dernière façon est de changer de monde. Voilà, tout ça. Il y a des dimensions qui sont faites spécialement pour la magie. Nous, on est sur Terre. La magie n'est pas faite pour ça. On utilise des magies qui ne sont pas de notre monde. C'est pour ça que c'est très limité la thaumaturgie. C'est pour ça que c'est seulement en dernier recours. C'est parce que ça modifie la réalité à un point où ça peut détruire le monde. Voilà pourquoi c'est dangereux la thaumaturgie. Ensuite, quelle classification avons-nous? Les humains possédant les capacités et les habilités de thaumaturge sont considérés comme des humanoïdes de type bleu, ce qui signifie que ce sont des thaumatologues. Une autre classe sensible est la classe de type verte, dit manipulateur de réalité. Ces humanoïdes sont extrêmement rares et dans la majorité des cas n'ont pas de lien direct avec la thaumaturgie en raison de leur nature. On partira donc du principe que toutes les personnes pouvant pratiquer la thaumaturgie sont appelées humanoïdes de type bleu et donc thaumatologues. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est de type vert, c'est que j'étais une pièce de réalité, mais je ne savais pas comment utiliser ma magie. Donc je pliais rien du tout. Et la seule fois où j'ai tenté de plier la réalité, et ben j'ai disparu tout simplement. J'ai traversé la réalité et j'ai fini dans une autre dimension. Ensuite, une autre classe beaucoup plus dangereuse est la classe de type verte et la noire. Les sujets sont cependant classifiés sur ces sujets, très limités. Nous allons donc pas parler en profondeur, mais sachez qu'un type noir crée des catastrophes à une échelle conséquente. Je peux vous donner un exemple, parce que c'est pas classifié non plus. Mais si vous êtes un chercheur novice ou un chercheur basique, je vous invite à ne pas écouter la suite. Du coup, tout simplement, à SCP-106, les thaumaturges de classe noire, parce que c'est un plieur de réalité, il a sa propre dimension, il est téléporter les gens dans sa dimension, il a la capacité de modifier la réalité et de passer à travers les murs, il est immortel, genre, en gros, c'est un thaumaturge de classe noire. Je ne dirais pas dire que moi je suis au niveau 106, mais je peux me défendre face à 106. Maintenant, je le prends presque à égal, mais lui, il est type noir depuis des milliers d'années. Donc forcément, moi je suis pas le niveau. Alors, comment savoir si je suis de type 2? Une invention sur le nom de casque Colliculus a été créée dans le but de décerner l'aide d'un être vivant. Celui qui marche avec un système d'imagerie de résonance éthérique qui laisse le porteur voir l'aide exister. Ces aides les formes et des couleurs différentes. On peut également déterminer l'état émotionnel de quelqu'un grâce aux propriétés des Colliculus. D'autres recherches sont en cours pour permettre au casque Colliculus d'autres capacités comme une analyse d'interaction. Parce que par exemple, vous savez, la mélancolie qui est dans l'air, c'est tout simplement la magie, l'énergie des particules. Donc le casque Colliculus vous permet tout simplement de voir l'énergie de ces particules. Vous n'allez pas voir les particules là sur un microscope, mais vous verrez au moins l'énergie qu'il y a déployée. Je vous préviens, ça peut choquer certaines personnes. Et bien sûr, ne mettez pas de casque Colliculus si vous êtes épileptique. Mise en pratique des théories de thaumatologie. Alors, pour commencer, il est capital d'avoir à l'esprit les trois principes de la thaumaturgie à l'esprit. Alors, le principe 1, les clauses similaires ont des conséquences similaires. Le principe 2, l'élément influe sur l'ensemble. Le principe 3, l'observation change la réalité. Comme en quantique, quand tu observes, les plats changent. Ensuite, le dernier principe est l'objet de toute l'attention de la thaumaturgie moderne. En effet, l'isolation de quantum devait l'unité fondamentale d'énergie vitale nous a permis de comprendre comment l'observation modifie la réalité. Un exemple pour illustrer l'utilisation de la thaumaturgie. Prenons un cercle d'apport. Pour faire un cercle d'apport ou thaumaturgique, c'est des porteurs quantiques en gros. Ce cercle va convaincre chacune des particules de votre
corps qu'elle devrait réaliser la faible probabilité qu'elle a de se trouver loin d'ici, plutôt que là où elle se trouve. C'est comme ça qu'on change de dimension, c'est comme ça qu'on peut se téléporter. C'est tout simple. Il faut se considérer comme une particule. Et cette particule, quand on l'observe, elle change. Donc, tout simplement, si j'ai envie que mes particules soient par exemple en dehors de la fondation, j'ai juste à le vouloir, à démarrer le portail et à passer par ce portail. Et j'arriverai là où je l'ai décidé. Alors, à savoir que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai quand même traversé la réalité. Donc, les portails, c'est seulement sous ma supervision. Ensuite, l'énergie vitale est lente. Donc, elle va l'énergie fondamentale qui est complètement changée. Ce qui lève, nous essayons toujours le volcan. Elle semble être liée d'une manière ou d'une autre à l'effet observateur directement. Elle a été décrite comme une énergie vitale ou des particules magiques, mais ces termes sont très simplifiés. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est liée à l'effet de l'observateur. Par exemple, si quelqu'un te regarde passer le portail, il y a des chances que ça foire. Il faut que personne ne regarde. L'Ève est émise par les entités vivantes, mais ce sont des émissions dépendantes. L'Ève est émise par des entités vivantes, mais son émission dépend grandement de l'entité. Les objets anormaux émettent également de l'Ève. Par exemple, SCP-1123, ce n'est pas pour rien, c'est un SCP. Il produit une quantité d'Ève tellement énorme, c'est comme 0.35, le 0.35 est encore plus puissant. En gros, même si vous ne touchez pas, il a un effet néfaste sur vous. C'est-à-dire que l'Ève qu'il émet est en contact avec vous. Donc tout ce qui est 0.35 et c'était 1123, ce genre de SCP, on évite. Ou alors, si vous voulez faire des expérimentations CDD dessus, c'est sous ma supervision. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est une spécialisation très complexe et pas tout le monde peut s'amuser à faire ce qu'il veut. Bien sûr, avec le temps, il y a des possibilités d'avoir un peu plus d'autonomie. Par exemple, moi je suis au courant de la bouche. Mais parce que moi aussi, j'ai commencé en tant que chercheur novice, c'est tout. Bref. La radiation de l'aspect, ça c'est très important. Nous allons aborder ce sujet, mais il est important de savoir qu'il n'est pas seulement un indicateur de l'effet de l'observateur, mais elle constitue elle-même une puissance transformatrice. Lorsque l'Ève atteint un niveau tel qu'elle peut altérer ou modifier la réalité, nous parlons de radiation d'aspect. Pour faire simple, la radiation d'aspect est une Ève dont la concentration est suffisante pour déformer la réalité, comme les rayons gamma en physique. Donc, comme je l'ai dit avec SCP-035, il a une Ève tellement puissante que ça provoque des radiations d'aspect qui provoquent chez les personnes qui sont à proximité l'envie tout simplement de mettre le masque. Ensuite, nous avons les teintes. La teinte mesure le caractère dit frappant d'un changement. On classe la teinte selon une échelle plutôt étendue. Nous avons rubis, topaz, citron, malachite, saphir, ébène et super ébène. Un exemple concret serait qu'un changement rubis-rouge pourrait se limiter à une accélération de la vitesse de désintégration d'une faible quantité de matériaux radioactifs, alors qu'un changement super ébène, super noir, pourrait modifier les 50 dernières années de l'histoire. Je vais utiliser d'autres termes, parce que je me doute que là vous avez rien compris. Par exemple, un changement rubis, ça serait SCP-1123. C'est-à-dire que tant que tu n'entres pas en contact avec, il n'y a rien. Dès que tu rentres en contact, tu changes. Ensuite, super ébène, donc super noir. C'est simple, 0.35, il est super ébène. C'est-à-dire qu'il agit sur toi sans même que tu vas le toucher. Même si tu le regardes de loin, il y a des chances qu'il ait la capacité de faire quelque chose. Et même les photos 0.35 produisent une Ève assez puissante pour agir sur toi.
C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui sont atteintes par 0,35 ne peuvent pas voler une photo de 0,35. Ensuite, nous avons la hauteur. Sans trop rentrer dans les détails, la hauteur est ce que les mages ou thaumaturges de l'époque spéciale appelaient magie blanche, tandis que la magie noire, qui correspond à un intercesseur de la magie d'aspect. La hauteur, c'est le décline en 5 cardinalités. Le bémol, la culture, dièse et dièse. Le bémol étant la prescriptive, c'est la perturbation, le fonctionnement lunaire et le dièse la plus en contact avec, il n'y a rien. Dès que tu rentres en contact, alors ça, il en existe 4 sortes. Large, détendu, serré et intriqué. Le plus important, c'est les serrés. Alors je suis désolé pour les voix robotiques, mais comme vous vous en doutez, je travaille avec un setup de merde, parce que pour le moment la fondation ne m'a pas donné les moyens, parce que je suis pour le moment tout simplement pas superviseur, hein, puisque j'essaie tout simplement d'ouvrir ma SP. Mais bon, juste pour vous dire qu'en gros, je referai une version de celle-là, c'est bien écrit ici, c'est la V1, je ferai une version beaucoup plus audible. Et dès que la version audible sortira, simplement, j'espère que la fondation m'aura accepté en tant que superviseur entre temps. Comme ça, moi, j'aurai les moyens tout simplement de pouvoir faire des meilleurs contenus. Bref, sur ce, je vous laisse avec ma voix robotique. Le moule, la cible et le siphon. Vous pouvez faire une analogie avec les parties d'armes à feu. La soupe qui regarde en contact de l'autre ensemble. Le moule est l'ensemble sensuel, le champ et le canon qui comporte le centre des feux. La cible, quoique, on va directement passer à la suite. Je suis vraiment désolé. C'est donc la fin de la partie 1. Je vous invite du coup à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ou tout simplement partager la vidéo. Si vous voulez en connaître plus sur la CDT, je vous invite du coup à rejoindre Nexus Community, qui est du coup un SCPRP Garry's Mod qui va bientôt ouvrir. Et sur ce, bonne continuation à vous et au revoir.